Moi, je suis Arnaud Chambrette, je suis infirmier en pratique avancée, donc en consultation de cardiologie à l'hôpital d'Auxerre. Je suis aussi échocardiographiste. Au quotidien, moi, je fais le suivi des patients insuffisants cardiaques en partenariat avec les cardiologues de l'hôpital. Et donc voilà, accessoirement aussi, je fais un petit peu de formation et de vulgarisation médicale à destination des patients ou des professionnels de santé en organisant voilà, des webinaires pour différentes structures, dont NotuaCare. Et donc, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la fibrillation atriale. Le programme du webinaire du jour, donc on va essayer d'être assez concis et en tout cas d'être assez éclairant, parce que vous allez voir, il y a plein de termes qui sont parfois un petit peu barbares, qui peuvent être un petit peu compliqués à comprendre. Donc là, aujourd'hui, on va refaire le point sur la fibrillation atriale. Qu'est-ce que la fibrillation atriale? Quels sont les symptômes? Les facteurs de risque associés. On va faire un petit zoom sur l'accident vasculaire cérébral, comment l'AFA diagnostiquer, comment on la prend en charge, et surtout le point le plus important, que ce soit pour les patients, pour les professionnels de santé, bien gérer son traitement anticoagulant. Parce que voilà, s'il y a un seul mot à retenir après fibrillation atriale, c'est bien celui-là, c'est anticoagulant. Parce que c'est bien parmi le traitement qui va être donné, c'est vraiment bien celui-ci qui est le plus important. Et ben donc, on va commencer. Qu'est-ce que la fibrillation auriculaire ou fibrillation atriale? Et ben en fait, c'est un trouble du rythme, et c'est le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. Il touche 1% de la population générale, donc c'est quand même assez important. Et il touche 10% des plus de 80 ans. Donc c'est vrai que chez la population gériatrique, la population âgée, c'est une pathologie qu'on retrouve assez fréquemment. On va le voir un petit peu plus tard dans la présentation sur les facteurs de risque et les comorbidités. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses en lien avec la fibrillation atriale. Il y a beaucoup de pathologies qui peuvent induire de la fibrillation atriale, en tout cas qui peuvent renforcer ce risque de fibrillation atriale. Donc, on va voir tout ça un petit peu par la suite. Donc, on appelle cette fibrillation atriale ou fibrillation auriculaire, ou plus vulgairement arythmie. Voilà, c'est la même chose. Et on sait, d'un point de vue statistique, que l'arythmie, la fibrillation atriale, c'est corrélé avec une hausse importante du risque d'accidents vasculaires cérébraux. Et d'une manière non négligeable, on a des fibrillations atriales qui sont découvertes suite à des AVC, où les patients arrivent pour des AVC, et quand on cherche l'étiologie, la cause de l'AVC, et on retrouve de la fibrillation atriale. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça se manifeste, déjà, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par des battements cardiaques rapides et irréguliers qui peuvent être ressentis comme des palpitations. Alors, attention, c'est pas systématique. Des fois, il y a des patients qui ne ressentent pas les passages en FA et qui le découvrent, qui peuvent être complètement asymptomatiques. Donc, voilà, il faut savoir que ça peut arriver. Et donc, en fait, on sait que tout ça, ça favorise la formation de caillots dans les oreillettes, et que c'est responsable de l'obstruction d'une artère, une thrombose artérielle. Donc après, ça peut être un AVC, ça peut être un infarctus du myocarde. Vraiment, ça peut faire tout un tas de petits caillots qui vont aller se disséminer un petit peu partout. Et en fait, juste pour revenir là-dessus de petites minutes, effectivement, l'oreillette, c'est une structure qui a une fonction réservoir au niveau du cœur, qui va charger vraiment de collecter le sang qui revient du système veineux. Et quand le ventricule va se dilater, en fait, au repos, quand il va se relâcher, il va aspirer le sang. Et la deuxième partie du remplissage, ça va être la contraction de cette oreillette. Et quand on perd cette fonction de contraction, et ben, du coup, on perd cette fonction réservoir, on perd cette fonction dynamique de l'oreillette, et du coup, le sang a tendance à être moins brassé et à faire des caillots. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir par rapport à cette pathologie. Donc, comme on l'a vu, ça peut majoritairement faire des AVC, mais ça peut aussi aller se disséminer un petit peu partout, et notamment au niveau aussi des coronaires, ça peut faire un infarctus. Voilà, ça peut vraiment se disséminer un peu partout. On peut faire un infarctus mésentérique, on peut faire toutes sortes de thromboses diverses et variées, parce que les emboles qui vont être générés à l'intérieur de cette auricule va aller se disséminer, cette oreillette va aller se disséminer un petit peu partout. Donc, ça peut progresser par épisode. Souvent, ça commence pas par un passage définitif en fibrillation atriale. Il peut y avoir des épisodes, ça peut être un petit peu épisodique. C'est même ce qui est le plus dangereux, c'est ce qu'on appelle la fibrillation paroxystique, c'est-à-dire que c'est des passages en arythmie
qui viennent s'intercaler entre des passages où le cœur bat normalement. Et ça, on sait que c'est particulièrement thrombogène. Donc ça, c'est vraiment gros drapeau rouge pour les professionnels de santé là-dessus. On sait que voilà, l'arythmie, la FA paroxystique, c'est volontiers beaucoup plus thrombogène que la FA permanente ou la FA persistante. Donc vraiment attention à ça. Ces épisodes, ils peuvent devenir de plus en plus fréquents. Et ensuite, l'arythmie, elle peut s'installer. Donc pour les professionnels de santé qui sont parmi nous, juste voilà, je prends 3 minutes pour revenir là-dessus. Hein. Vous savez, on parle de 3 types de fibrillation atriale: paroxystique, donc quand il y a des épisodes aigus comme on vient de décrire, persistante, quand la fibrillation elle est installée et qu'on va mettre en place des stratégies thérapeutiques pour la réduire, donc elle ne cesse pas d'elle-même, mais on n'a pas tout essayé pour essayer de faire revenir le cœur en rythme sinusal. Et ensuite, il y a la FA permanente, où là, on a mis en place des stratégies thérapeutiques qui n'ont pas marché. Et là, voilà, l'arythmie est installée et on ne pourra plus revenir en arrière. Voilà, on ne pourra plus revenir sur un rythme sinusal, souvent parce que les oreillettes sont trop dilatées pour ça, tout simplement. Donc, quels sont les symptômes de la fibrillation atriale? Alors, petite vidéo qui va vous donner quelques explications. Comme on a vu, hein, le cœur a tout un faisceau électrique en fait qui va s'occuper de la contraction. Tout part du nœud sinusal qui est le chef d'orchestre du cœur, donc qui est situé au niveau de l'oreillette droite. Et voilà, quand ce nœud, qu'on voit à l'écran, on voit tout le câblage du cœur. Hein, donc le nœud sinusal, c'est celui qu'on voit en haut à gauche de l'écran, qu'on appelle aussi le nœud de Kesselbach. Voilà, c'est celui qui a cette fonction de chef d'orchestre qui régulièrement va se dépolariser, c'est-à-dire qu'il va conduire un influx électrique qui va se répandre partout dans le système électrique du cœur et qui va faire que le cœur se contracte correctement. Et des fois, voilà, souvent quand les oreillettes deviennent un peu fibreuses ou un petit peu dilatées, eh ben il y a qu'on appelle des foyers arythmogènes qui vont se développer, c'est-à-dire eh ben, ce nœud il va avoir tendance à se développer de manière anarchique un petit peu partout et ça va provoquer en fait des contractions. Chaque petit foyer en fait va se contracter lui-même à sa façon et du coup on va perdre cette régularité comme on voit à l'écran. Voilà, on va perdre vraiment cette régularité. Chaque petit foyer va se contracter à sa façon. Et donc, on a, je ne sais pas si on voit mon curseur à l'écran. Là. Voilà, à ce niveau-là, ben juste là où tu es, en fait, il y a le nœud auriculoventriculaire, en fait, pour faire simple, ce petit nœud-là, cette petite partie-là, là, en gros, c'est un filtre. C'est un filtre qui va venir justement filtrer l'excès de signaux et empêcher que le cœur s'emballe. Parce que quand la fibrillation atriale démarre, en fait, il faut se dire que l'oreillette, elle peut se contracter 300, 400 fois par minute. Donc, c'est très important. Et si chaque signal était conduit, eh ben le cœur pourrait pas se contracter 300 ou 400 fois par minute, et donc c'est la mort. Donc ce petit filtre-là, ce petit nœud auriculoventriculaire, il va venir pour filtrer la plupart des signaux et n'en laisser passer qu'un rythme, voilà, entre guillemets, prédéterminé qui soit compatible avec la vie. Mais du coup, voilà, on va perdre cette régularité au niveau du cœur, puisque chaque petit foyer va se contracter un petit peu comme il veut. On va perdre cette fonction de chef d'orchestre et le cœur va passer en arythmie, c'est-à-dire que le rythme ne sera plus régulier. Pour les professionnels de santé, hein, c'est quoi un rythme sinusal? C'est un QRS derrière chaque onde P et chaque onde P, voilà, chaque QRS précédé d'une onde P. Voilà, vraiment, on a cette association des deux où chaque onde P doit être suivie d'un QRS et chaque QRS doit être précédé d'une onde P. Si on n'a pas ça, c'est une arythmie. Alors après, là, on parle aujourd'hui de fibrillation atriale parce que c'est la plus courante, mais voilà, pas oublier les flotteurs non plus, les flotteurs droits qui peuvent donner exactement la même symptomatologie. Donc les symptômes, c'est quoi? C'est des palpitations, parce que le cœur, il bat de manière rapide et irrégulière. Alors dans des cas plus rares, on peut avoir ce qu'on appelle de la FA lente, c'est-à-dire de la fibrillation atriale, mais sur un rythme plutôt lent. C'est pas la plupart des patients. Hein. La plupart des patients, ils ont un rythme plutôt élevé, supérieur au moins à 110 battements par minute. En tout cas, nous, au cardio, on cherche à redescendre en dessous de ces 110 battements par minute.
Et effectivement, une des choses les plus courantes que les patients rapportent, c'est de l'essoufflement et de la fatigue. Souvent, c'est ce qui les emmène en cardiologie, ce qui les emmène chez le médecin traitant. C'est que brutalement, ils vont se sentir essoufflés, ils vont avoir une intolérance à l'effort qui va se mettre en place et une fatigue importante. Et du coup, c'est ce qui les alerte. C'est pour ça qu'ils prennent rendez-vous avec le généraliste. Le généraliste, pendant son examen, en fait, entend que le cœur ne bat plus régulièrement. Il nous les envoie en cardio ou il fait un électrocardiogramme, il nous les envoie en cardio. Plus rarement, ça peut donner des douleurs dans la poitrine. Hein. Voilà, on a quand même une baisse, ça peut entraîner en fait cette arythmie, ça peut entraîner une baisse du débit cardiaque, ça peut entraîner de l'insuffisance cardiaque, donc ça peut entraîner des douleurs dans la poitrine, ça peut entre guillemets révéler une coronaropathie sous-jacente. Et puis un symptôme qu'on a aussi fréquemment, c'est les étourdissements avec les sensations de malaise. Bah là, pareil, hein, voilà, faut garder en tête quand même que la fibrillation atriale, ça peut être pourvoyeur d'insuffisance cardiaque, ça peut diminuer le débit cardiaque, donc ça peut baisser les tensions, ça peut diminuer la perfusion cérébrale, donc des vertiges au lever, des étourdissements, et surtout chez les personnes âgées qui vont avoir des tensions basses, ça peut être assez fréquent. Et donc surtout, hein, vous, en tant que patient, moindre doute, j'appelle le 15 où je prends contact avec mon médecin traitant qui pourra valider et en tout cas vous orienter en conséquence. Pour les professionnels de santé, il ne faut pas hésiter à faire un petit électrocardiogramme. Voilà, le petit ECG qui va permettre justement de ce qu'on appelle nous de documenter l'AFA, c'est-à-dire dire bah, en fait quand j'ai vu le patient tel jour à telle heure il était en fibrillation atriale. Et pour les professionnels de santé, en fait, il va y avoir une urgence pour envoyer le patient vers un médecin qui va pouvoir démarrer les traitements de première intention et surtout les anticoagulants. Vraiment, ça, je reviens là-dessus. Qu'on soit patient, qu'on soit soignant, les anticoagulants, c'est la première chose à mettre en place. Donc, si on constate une arythmie, si on a un doute sur une arythmie, il faut vraiment orienter. Faut faire un ECG, pourquoi pas faire un Holter, mais en tout cas, il faut orienter pour dépister, documenter cette EFA et mettre en place les traitements dès que possible. Là, on va faire un petit focus sur les facteurs de risque et les étiologies de la fibrillation atriale. Alors, vous allez voir, il y en a quelques-uns. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui est assez important. D'ailleurs, j'en ai parlé brièvement un peu plus tôt, les dernières recommandations de la Société européenne de cardio, en fait, elles prônent justement, vraiment, elle met en lumière, elle renforce vraiment, elle bétonne l'idée de renforcer la prise en charge des comorbidités parce que on sait que tous ces facteurs de risque, toutes ces comorbidités, si elles ne sont pas correctement prises en charge, si elles ne sont pas correctement gérées, en fait, ça va majorer le risque ou d'apparition de FA ou de dégradation de la fibrillation atriale. Donc vraiment, pour les patients qu'on prend en charge au quotidien, la gestion de la comorbidité, c'est important. En France, on ne fait pas assez de prévention, on n'est vraiment pas bon là-dessus. En tout cas, quand on fait de la prévention, c'est de la prévention secondaire, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait eu un événement pour pouvoir faire de la prévention. On ne fait pas assez de prévention primaire. Et voilà, quand on a un public assez âgé, alors, il ne suffit pas d'être trop restrictif, mais voilà, vraiment, il faut adapter les choses au fur et à mesure et pas attendre que l'événement intervienne. Et ça, vraiment, c'est important. Là, voilà, l'âge et les antécédents familiaux, ben forcément, hein, ça intervient. L'âge surtout, on sait que plus on avance en âge et plus on est susceptible de faire de la fibrillation atriale. Et ensuite, il y a les maladies cardiaques qui vont arriver là-dessus. Alors, l'une des premières maladies cardiaques qui est pourvoyeuse de fibrillation atriale, c'est l'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle, une cochonnerie, hein, parce que finalement, c'est pourvoyeur de tout. C'est pourvoyeur d'AVC, c'est pourvoyeur d'arythmie, c'est pourvoyeur d'infarctus, c'est pourvoyeur d'insuffisance cardiaque, c'est pourvoyeur d'insuffisance rénale. Vraiment, on ne traite pas assez, là aussi, on n'est pas assez bon en France sur l'hypertension artérielle. Vraiment, si vous avez des patients hypertendus, si vous êtes hypertendu, il y a vraiment un bénéfice, un intérêt de normaliser toutes ces pressions artérielles hein, et de ne pas attendre justement qu'il y ait des soucis pour pouvoir le faire. Donc l'hypertension artérielle, les maladies coronaires, l'insuffisance cardiaque, les problèmes de valvulopathie, donc les problèmes de valve cardiaque, et sachant qu'il y a une certaine intrication, voilà, ces maladies, ces comorbidités vont avoir tendance à s'intriquer un peu les unes les autres. Ce que je disais, hein, l'hypertension artérielle, ben, ça provoque, ça va aller abîmer les coronaires, ça va fatiguer le cœur et amener de l'insuffisance cardiaque.
Quand le cœur est dilaté, ça va tirer sur les valves et ça va provoquer des fuites au niveau des valves cardiaques qui va majorer et l'insuffisance cardiaque et augmenter le risque d'arythmie parce qu'on va dilater les oreillettes. Enfin, vraiment, toutes ces pathologies, elles sont intriquées les unes aux autres. Et une fois une fois que le cercle vicieux a commencé à s'installer, bah, c'est compliqué de venir le casser. C'est pour ça que vraiment la prévention primaire, c'est essentiel. On ne le fait pas assez. On est vraiment, je répète, on n'est pas assez bon là-dessus. Et en tout cas, voilà, pour les professionnels de santé qui nous suivent aujourd'hui, bétonner cette prévention, commencer la prévention primaire donc pour vos patients, qu'on soit infirmière libérale, IPA, infirmière en service, peu importe. On a tous notre carte à jouer et s'assurer qu'un patient qui a des chiffres tensionnels élevés, ben, ce que vous avez un médecin traitant qui vous suit, qu'il est au courant, ce que vous êtes traité, ça commence par là. Hein. Franchement, c'est de poser les bonnes questions pour savoir si les choses sont correctement prises en charge. Alors ensuite, on a autre chose qui est beaucoup mis sur le devant de la scène actuellement, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Alors, syndrome métabolique, c'est un mot un peu, pas fourre-tout, mais c'est une espèce de grande famille qui va englober l'obésité, un peu le diabète, voilà, pour faire simple. Syndrome métabolique, c'est quoi? C'est quand on commence à avoir des taux, une certaine obésité, notamment abdominale, qui va venir réduire, qui va venir augmenter la résistance à l'insuline, donc provoquer du diabète, venir décompenser toutes les valeurs, tout le bilan lipidique avec une augmentation des triglycérides, du cholestérol. Alors, le cholestérol, juste deux petits mots là-dessus, il y a deux sortes de cholestérol, le HDL et le LDL. Donc, on parle toujours de bon et de mauvais cholestérol. Le HDL, c'est le bon cholestérol. Il est souvent pas assez élevé. Et à contrario, le LDL, c'est le mauvais cholestérol. C'est celui qui va venir infiltrer la paroi des artères. Et celui-là, malheureusement, il est souvent trop élevé. Et on parle de syndrome métabolique parce que, voilà, associé à cette perturbation métabolique, voilà, comme on vient de dire, on retrouve très souvent de l'obésité parce que ça favorise ces perturbations. Et tout ça, ça va favoriser l'apparition de diabète. Alors, le diabète de type 1, c'est plutôt quelque chose qu'on acquiert quand on est jeune, plutôt quelque chose d'inné en fait, parce que le pancréas marche pas bien de base, alors que le diabète de type 2, c'est plutôt quelque chose qu'on va acquérir avec l'âge, en gros, pour faire simple, parce qu'on a éclusé notre stock d'insuline. Voilà, en gros, c'est un peu ça. En tout cas, les îlots qui fabriquent l'insuline vont être fatigués de manière prématurée. Bon, on ne va pas développer plus sur le sujet parce qu'après on pourrait y passer l'après-midi. Mais voilà, retenez, plus on est costaud, plus il y a de l'obésité, plus on a de risques par rapport au diabète, plus on risque d'augmenter son cholestérol et plus on risque de développer des maladies cardiovasculaires, des AVC, voilà, tout ce genre de choses. Alors, dans la fibrillation atriale, on a un facteur qui est déjà plus spécifique, un facteur de risque qui est plus spécifique, c'est l'hyperthyroïdie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, qu'on retrouve régulièrement en tout cas. Moi qui fais de l'insuffisance cardiaque, je suis quelques patients, j'en ai encore vu une hier, qui est en hyperthyroïdie, donc le cœur est à fond, à fond, à fond, parce que la thyroïde, en fait, ça va jouer notamment sur la fonction cardiaque. Donc le cœur est à fond, tac, 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 ça tape très, très vite. C'est résistant aux antiarythmiques, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas très bien à ralentir. Et le cœur tape tellement vite, en fait, qu'il n'arrive pas à bien se contracter et ça provoque de l'insuffisance cardiaque. Alors, c'est un petit peu compliqué à prendre en charge pour les professionnels qui nous écoutent. C'est un peu compliqué à prendre en charge parce qu'en fait, la première des choses à faire, c'est de régler le problème de thyroïde. Tant que le patient ne sera pas en euthyroïdie, on ne pourra rien faire. On peut pas programmer d'ablation, de choses comme ça. Les antiarythmiques ne marchent pas très bien. Donc, vraiment, la première des choses à faire, là, pour le coup, c'est de renvoyer vers l'endocrinologue pour une prise en charge thyroïdienne, de mettre en place, si besoin, un traitement type néomercazole pour essayer de viser le thyroïdie. Et après, une fois que la thyroïde s'est normalisée, donc déjà ça va mieux. Déjà ça va mieux. Et ensuite, les antiarythmiques sont plus efficaces. Ensuite, on peut proposer la suite, c'est-à-dire éventuellement le choc électrique ou l'ablation. Voilà, donc la thyroïdie, facteur de risque qui intervient pas si rarement que ça dans les troubles du rythme et qui peut être un petit peu compliqué à gérer. La maladie rénale chronique, hein, donc ça c'est pareil, hein, c'est un facteur de risque qui va avoir tendance à se répercuter sur la fonction cardiaque. Le rein, le cœur sont deux systèmes qui marchent
ensemble l'un et l'autre, et quand l'un déconne, malheureusement, l'autre a tendance à en pâtir. Donc voilà, c'est pareil, s'assurer de la bonne fonction rénale et qu'il n'y ait pas de problème rénaux sous-jacents. Notamment pas de soucis, voilà, genre problème de surrénal, ce genre de choses, hein, notamment. Et puis, le grand méchant syndrome d'apnée du sommeil, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il est en train de sortir un petit peu des recommandations, les dernières recos de l'ASC, de l'ESC tendent un petit peu à dire, bah finalement, l'apnée du sommeil, ça serait peut-être pas si pourvoyeur que ça d'arythmie. En pratique, on a quand même beaucoup de patients en arythmie qui ont de l'apnée du sommeil. Donc vraiment, ça c'est quelque chose pareil qui doit être dépisté de manière systématique. Un patient qui passe en arythmie, voilà, est-ce qu'il fait de l'apnée du sommeil? Et si oui, ben, est-ce qu'il devient appareillé? Vraiment, ça c'est la question. Même si les recos, elles tendent à lâcher un peu de lest par rapport à ça, vraiment, il ne faut pas hésiter à l'inclure dans la prise en charge et vraiment à le faire dépister de manière systématique dans l'arythmie. Le tabac, alors ça pour le coup on n'en parlera jamais assez, hein. Même si les chiffres s'améliorent en France, le tabac ça reste pourvoyeur de maladies cardiovasculaires. Donc pour les professionnels de santé, c'est à nous d'accompagner les patients pour les faire arrêter de fumer. Et j'essaie de mettre en place des traitements. Au pire, je les envoie vraiment, si c'est compliqué, je les envoie vers des spécialistes. Ce qu'il faut éviter, c'est les jugements, quoi. C'est l'attitude un peu condescendante, mais il faut le faire, c'est pour votre santé. Les patients, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont en difficulté, ils ont bien compris qu'il y avait eu un problème cardiaque, ils ont bien compris qu'ils doivent arrêter de fumer, et s'ils ne le font pas, en fait, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Donc vraiment, c'est à nous de les accompagner au mieux pour qu'ils arrêtent le tabac. Moi, je me mets toujours à la place des patients qui viennent d'avoir un infarctus, par exemple, et qui sortent de l'hôpital et qu'on dit alors faut plus fumer, faut réduire la consommation d'alcool. Alors plus de charcuterie, hein, puis le fromage c'est compliqué aussi. Et puis au fait du sport en fait, oui non parce qu'il faut faire du sport aussi, au moins 30 minutes par jour. Hein. Donc les patients ils se retrouvent tout un tas de recommandations comme ça qui sont à mettre en place, mais qui sont peut-être à mettre en place de manière progressive avec un meilleur accompagnement, parce que on sait que si on demande trop aux patients, ce ne sera pas mis en place, c'est normal. Donc pour les professionnels de santé, c'est important quand on leur propose les règles gynédiététiques qu'on voit là, arrêter le tabac, réduire l'alcool et faire du sport. Vraiment, il faut y aller de manière pédagogique et progressive et sans mettre la pression, sans discours moralisateur et condescendant, parce qu'on va obtenir tout le contraire de ce qu'on veut. Donc vraiment, il faut vraiment garder ça en tête. On va faire un petit zoom sur l'AVC, parce que vraiment, ça, c'est une des conséquences majeures de la fibrillation atriale. Hein. Donc, l'accident vasculaire, c'est quoi? C'est une obstruction brutale d'une artère du cerveau. Donc, la circulation est interrompue sur une zone plus ou moins importante. Et qu'est-ce que ça va provoquer? La paralysie, alors pareil, plus ou moins importante, ou une faiblesse du côté d'un corps, des troubles de la vision, des difficultés à parler ou à écrire, ou en tout cas avoir une conversation normale. Ça peut être aussi des troubles d'apprentissage, des difficultés à apprendre, des troubles mnésiques, où on a des difficultés à mémoriser ce qu'on fait. Vraiment, l'AVC, ça peut avoir un panel de conséquences assez large, tant physique que psychique, et du coup, on sait quand même qu'un AVC sur 5 est dû à la fibrillation auriculaire. 20% des AVC sont dus à l'AF1. Donc vraiment, c'est pour ça que je redis encore une fois, l'anticoagulant, c'est indispensable, et la bonne gestion de l'anticoagulant, c'est vraiment indispensable. En cas de fibrillation atriale, on l'a vu, le cœur ne peut pas pomper correctement et peut éventuellement provoquer une insuffisance cardiaque. Le sang stagne, c'est surtout ça en fait, le sang stagne dans le cœur, il va former des caillots, c'est-à-dire qu'on en a touché 2 mots tout à l'heure, l'oreillette en fait qui a sa fonction vraiment réservoir et qui se contracte pour bien remplir le ventricule, en fait elle va perdre cette fonction réservoir, cette oreillette. Le sang à l'intérieur va être mal brassé. Il y a aussi une petite zone, un petit cul-de-sac dans l'oreillette qu'on appelle l'auricule, où là les vitesses vont être plus basses et où on va avoir tendance les caillots en fait vont essentiellement se former ici. Et ensuite le caillot, une fois qu'il va passer en la circulation, il va avoir tendance à migrer et à aller boucher une artère, surtout au niveau du cerveau, pour la verser au niveau du cerveau.
Et on va avoir donc du coup c'est brutal, on peut avoir une apparition brutale de différents symptômes, des déformations au niveau de la bouche, des faiblesses au niveau du corps ou des fourmillements au niveau d'un côté du corps, et puis des troubles de la parole. Et ça, en cas d'apparition de ce genre de symptômes, il faut faire le 15 immédiatement parce que plus on est pris en charge rapidement et plus on a des chances de récupération avec des séquelles moins importantes. Donc vraiment, il y a des campagnes de publicité qui commencent à être faites, ou en tout cas qui ont été faites il y a quelques années sur le sujet. Et pareil, ce message-là, on ne le répétera pas assez. Souvent, les patients attendent, ils attendent trop longtemps, et quand ils arrivent, ils ont mis trop longtemps, et du coup, ils ont fermé des portes, ils ont fermé des solutions thérapeutiques qui auraient pu être mises en place et qui auraient pu leur donner plus de chance pour la suite. Alors, comment on diagnostique l'AFA? Alors là, ça va être pour le coup le carré vert des professionnels de santé qui me suivent. Alors en fait, il y a en gros plusieurs manières de faire le diagnostic de la fibrillation auriculaire. Il y a l'électrocardiogramme classique qui reste la méthode de référence, c'est-à-dire que vous avez un patient, vous suspectez une arythmie, vous faites l'électrocardiogramme. Voilà, chaque onde P n'est pas suivi d'un QRS ou chaque QRS n'est pas précédé d'une onde P. On a une arythmie. Donc là, comme je disais, il faut vite mettre en place, l'intérêt c'est de mettre en place les traitements, notamment les anticoagulants, afin de limiter le risque d'AVC. Ça peut être mis en lumière, notamment quand c'est de la FA paroxystique, c'est des épisodes qui viennent. Donc on va faire un holter, c'est-à-dire un enregistrement de l'activité cardiaque pendant 24 ou 48 heures. Alors, on peut aussi faire des enregistrements qui sont plus longs. Nous, à l'hôpital, au CER, on le fait sur 24 heures, 4 jours, 14 jours. Et maintenant, on commence à avoir, on utilise de plus en plus des holters implantables. Donc, c'est une espèce de petite clé, comme une clé USB, en fait, qui est mise directement sous la peau du patient, sous anesthésie locale. Et en fait, ça enregistre le cœur en permanence, ça envoie les données. Et du coup, si on a des épisodes vraiment isolés, qu'on n'a pas réussi à capter l'électrocardiogramme ou Holter, et du coup, ce Holter implantable peut, ce qu'on appelle un reveal, ce reveal, il peut nous renseigner sur le sujet. On peut aussi le voir en échographie cardiaque. Alors moi qui fais de l'échographie, effectivement, ça m'est arrivé quelques fois de découvrir des FA à l'échographie parce que voilà, pour rester simple, mais quand on analyse le sang qui passe dans la valve mitrale, on se rend compte qu'en fait, il y a toujours deux ondes et il y en a une qu'on a perdue, donc c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une arythmie. Donc derrière, on va faire un électrocardiogramme. Et effectivement, souvent, on lève des arythmies. Et puis après, voilà, pour le suivi, en tout cas des patients, pas hésiter à faire les prises de sang, bien contrôler le diabète, la fonction rénale, la thyroïde, voilà, tout ce qui est bilan lipidique aussi, ce genre de choses, ça va être important de faire un bilan un peu large pour voir les comorbidités. C'est l'occasion. Donc la prise en charge de l'AFA, donc c'est une pathologie chronique qui va nécessiter un traitement au long cours. Le traitement au long cours, c'est quoi? C'est essentiellement les anticoagulants. Ça va être surtout ça qui va limiter le risque thrombotique, enfin le risque thrombogène. Donc ça va en tout cas limiter la formation des caillots et ça va éviter que ça aille boucher une artère quelque part. Le pharmacien, du coup, il peut aussi vous accompagner dans le suivi des traitements, notamment pour ce qui concerne les anticoagulants. On va en retoucher deux mots après. Et puis, voilà, après, c'est le médecin et surtout le cardiologue qui va choisir la stratégie la plus adaptée. Parce qu'effectivement, par exemple, quand les oreillettes vont être très dilatées, ça va quand même mettre en... On sait que ça va avoir tendance à mettre en échec les ablations. C'est-à-dire qu'un patient vraiment qui a des oreillettes très très dilatées, les cardiologues, les rythmologues, ils vont hésiter quand même à aller l'ablater parce que on sait qu'il y a un risque de récidive qui est important et du coup, le bénéfice-risque, si on a un patient un peu âgé, il est peut-être pas optimal. Donc voilà, vraiment la stratégie, elle va se mettre en place par rapport à ça. Donc les anticoagulants, les traitements les plus courants, les premiers en fait, c'est des anticoagulants. Donc aujourd'hui, on parle surtout des AOD, des anticoagulants de nouvelle génération qui sont plus stables, qui nécessitent moins de suivi.
et du coup qu'on préfère aux antivitamines K, hein. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, les AVK, on n'en met presque plus, on les laisse vraiment pour les valves mécaniques, hein, les patients qui sont sous valve mécanique ou qui font de l'AFA sur une origine mitrale, mais sinon, voilà, on privilégie ces nouvelles générations d'anticoagulants qui sont mieux tolérés, qui sont plus stables et qui nécessitent moins d'ajustements et de suivi. Ensuite, voilà, vraiment, ça va être décidé pour chaque patient. La deuxième, la deuxième chose, les deuxièmes médicaments qu'on peut mettre en place, c'est les antiarythmiques. Donc là, c'est pareil, on a plusieurs sortes. On a 3 grandes sortes d'antiarythmiques. La flécaïne, qu'on utilise uniquement sur cœur sain, donc finalement qu'on n'utilise pas tant que ça. L'accordarone, qu'on utilise plus fréquemment, si possible pour des périodes courtes, parce que l'accordarone, ça va avoir tendance à perturber la thyroïde. Donc voilà, ça peut provoquer vraiment des problèmes de thyroïde. Donc chez les sujets jeunes, on va le mettre souvent quand on découvre une EFA, on va le mettre en place avec une dose de charge pendant quelques semaines, le temps de bien s'imprégner, bien que l'antiarythmique ait bien son effet, avec l'anticoagulant. Et ensuite, on tentera dans un premier temps le choc ou de voir directement l'ablation. Donc le choc électrique externe, hein, c'est comme on voit dans les films avec les palettes, tac, on envoie un choc au cœur qui va faire un reset. Voilà, et le cœur se remet en rythme sinusal. Donc bon, des fois ça marche et ça repart en arythmie, c'est un peu, ça dépend. Voilà, mais en tout cas, voilà, la première intention c'est le choc, et puis après, des fois maintenant, de plus en plus, on propose aussi donc l'ablation, même attention, même en première intention, surtout chez les sujets jeunes. En tout cas, ça va être proposé de manière un peu systématique, c'est-à-dire qu'on va les cartographier dans l'oreillette, ces fameux petits foyers qui sont développés et qui marchent chacun de leur côté. On va aller les brûler, donc selon différentes méthodes, hein, mais voilà, en gros, on va aller les détruire. Et ensuite, ne laisser vraiment que le nœud sinusal comme chef d'orchestre qui va récupérer cette fonction de chef d'orchestre, et on va repartir sur un rythme sinusal. Donc vraiment, l'ablation aujourd'hui, c'est quelque chose qui est fait qui est proposé en tout cas assez régulièrement. Nous, à Auxerre, on en fait beaucoup. On a 2 rythmologues qui s'occupent de faire les ablations. Et donc, ça marche plutôt bien, hein. Donc, il y a un risque de récidive, mais ça marche quand même plutôt bien. Donc, la prise en charge de la fibrillation auriculaire, déjà, c'est bien connaître son traitement. Alors, des fois, on donne des petites cartes, ou maintenant, il y a aussi des labos qui font des petites pastilles à coller avec le type d'anticoagulant dont le patient bénéficie. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les AOD, hein, les nouvelles générations anticoagulants, ils sont plus faciles à équilibrer, il y a moins de suivi à faire, donc on n'a plus ces prises de sang régulières pour aller doser l'INR, ce genre de choses. C'est beaucoup plus simple. En tout cas, il faut le connaître, et il ne faut pas hésiter à le dire. Si vous allez aux urgences, par exemple, je ne sais pas, vous retrouvez aux urgences pour une raison X ou Y, vous dire je suis sous anticoagulant, un examen de radiologie, de dire voilà, je suis sous anticoagulant, parce que des fois, là, on peut avoir des petites. En tout cas, on sait que ça va saigner plus que de rigueur avec cet anticoagulant. Donc vraiment, c'est bien de le savoir et c'est bien d'en faire part aux professionnels de santé qu'on rencontre. Et puis c'est bien aussi de le savoir, de le savoir pour soi, hein, les anticoagulants, parce que du coup, il y a aussi pas un mode de vie, mais il y a 2, 3 petites choses qu'il va falloir adapter. C'est-à-dire que voilà, on sait que l'anticoagulant, comme son nom l'indique, il va empêcher la coagulation, et donc du coup, on va avoir tendance à saigner plus facilement. Donc attention aux coupures, attention aux bleus et aux ecchymoses. C'est-à-dire si on se cogne, on va avoir tendance à faire des bleus de manière plus rapide. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut expliquer aux patients, hein, qui vont avoir tendance à saigner plus rapidement. Les patients, il faut bien qu'ils aient ça en tête. Il faut qu'ils aient une vigilance particulière, effectivement, sur le risque hémorragique. C'est-à-dire que si on a un saignement qui commence et qui ne s'arrête pas, il faut vraiment voir le professionnel de santé et puis en discuter rapidement, quoi. C'est-à-dire qu'on a fréquemment des patients qui arrivent pour des épistaxies, des saignements de nez, en fait, qui sont un peu rebelles et qui nécessitent un léchage. Donc voilà, pareil, il y a des petites connaissances à avoir sur le sujet. Est-ce qu'après un choc ou une ablation, on continue du coup la prise d'antiarythmiques et les anticos, ou est-ce qu'il y a juste une surveillance pour la récidive? Que du coup, Alors, l'ablation, c'est la fin de l'histoire ou pas? les antiarythmiques, généralement, ça dépend. En fait, il y a pas de réponse type. Ça, souvent, c'est les rythmologues
qui vont le laisser. En fait, ils vont prendre en compte notamment les facteurs de risque, la taille de l'oreillette. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'ils vont prendre en compte pour ça. Et finalement, c'est très variable. C'est très, très variable. Ça, c'est toujours un peu le piège. Des fois, moi, je les sollicite parce que j'ai des patients qui sont sous cordarone, qu'on a mis sous cordarone parce qu'ils ont fait des passages en arythmie, qui sont maintenant en sinusale, c'est qui sont restés en sinusale. Donc la question, c'est pas qu'est-ce qu'on fait de la cordarone, est-ce qu'on la laisse ou pas? Et ben, pour certains patients, on me dit oui, il faut le laisser parce qu'il a vraiment trop de risques de récidive du repassage en arythmie. D'autres non. Et c'est en gros, c'est la même réponse pour les anticoagulants, sachant que honnêtement, les cardiologues n'aiment pas enlever les anticoagulants. C'est-à-dire quand il y a eu des passages, quand il y a eu des antécédents de passage en arythmie, même si le rythme est revenu en sinusale, ils aiment vraiment pas enlever les anticoagulants parce que s'il y a une récidive, ça va redevenir thrombogène, ça ne prévient pas. En fait, c'est ça surtout. Ça ne prévient pas et du coup, on repart sur un risque important. Alors il y a des scores, il y a des scores aussi qui permettent de calculer le score de risque de faire un AVC sur les passages en FA. Ça s'appelle le CHA2DS20. Avant, ça s'appelait le CHA2DS2-VASC, mais ça a été modifié depuis les recos de 2024. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur Internet, CHA2DS20. Vous avez un score, plusieurs questions, de l'hypertension, est-ce qu'il y a eu des problèmes, des antécédents de maladies thrombotiques, est-ce qu'il a déjà fait un AVC, est-ce qu'il a déjà fait un infarctus, il y a tout un tas de questions, est-ce qu'il y a du diabète, il y a tout un tas de questions comme ça génère un score. En gros, le score à 0, on n'anticoagule pas, le score à 1, on peut anticoaguler, le score à 2, on doit anticoaguler. Voilà, c'est le CHA2DS20 que les cardiologues utilisent pour mettre en place les anticoagulants. Est-ce qu'il y a une formation pour les IPA pour la réalisation et la lecture de CG? Ouais, la réalisation, ça reste dans les compétences socles de l'infirmière qui ont été vues à l'IFSI. L'interprétation, oui, il y a une formation. On est formé pendant les 2 ans de master à lire les ECG. Alors, il y a les ECG, moi, j'aime pas trop ça. Parce qu'il y a une espèce de flou juridique par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en gros, les ECG, on peut les lire, mais pas trop les interpréter. Il y a une espèce de flou par rapport à ça. C'est-à-dire quand on a un ECG, on peut dire le patient est en arythmie, mais vu qu'on n'a pas le droit de faire de diagnostic, on ne peut pas dire il est en FA ou il est en flutter, par exemple. Pareil, on voit des troubles de la conduction, on remarque un allongement de l'espace PR, on ne peut pas dire qu'il y a un BAV1. Donc voilà, on est formé à la lecture, mais on ne peut pas faire de diagnostic avec. Donc voilà, il y a une espèce de flou un peu juridique par rapport à ça, ce qui freine un petit peu les IPA, certains IPA, dont, moi je m'interdis pas de faire des ECG parce que moi j'ai des cardios autour qui sont pas loin que je peux solliciter sans souci, mais je peux comprendre qu'il y en ait certains qui soient frileux à faire des ECG quand il n'y a personne derrière qui peut aider vraiment à l'interprétation définitive de l'ECG. Voilà, on a une formation, on est formé, théoriquement on peut les lire. L'interprétation, c'est plus sujet à caution, donc voilà, c'est un peu le flou. C'est un des flous qu'on aimerait bien justement un petit peu remettre sur le point de la table, enfin remettre en tout cas sur la table pour en discuter avec les instances. Est-ce qu'on est protégé contre la FA avec le traitement de base après l'infarctus? Donc après l'infarctus, on a les bêta-bloquants, les antiagrégants plaquettaires. Est-ce qu'on a aussi des anticoagulants de base après l'infarctus? On est protégé contre la FA ou pas? Alors, c'est une excellente question. Effectivement, après l'infarctus, donc on a ce qu'on appelle le traitement basique qui est mis en place avec des bêta-bloquants, de l'aspirine, les antiagrégants plaquettaires. Et toute la différence, en fait, elle est là. C'est-à-dire que l'aspirine ou le Brilique ou le Plavix, ce sont des anti-agrégants plaquettaires et pas des anticoagulants. Et là, toute la différence, en fait, elle est là. Toute la différence, elle est là. C'est-à-dire que les anti-agrégants plaquettaires, ils vont fluidifier le sang, ils vont éviter que les plaquettes aillent s'agglomérer entre elles, mais elles n'ont pas une fonction non plus anticoagulante. Donc, elles ne sont pas autant protectrices en ce qui concerne les AVC. Donc, s'il y a juste un anticoagulant, un anti-agrégant, ça peut limiter le risque, effectivement, mais en cas de FA, ça ne protège pas aussi bien qu'un anticoagulant. Et les patients qui ont fait un infarctus et qui ont de la fibrillation atriale, en fait, on met des liquides. Alors après, c'est pareil, le coronarographiste, des fois, laisse un antiagrégant plaquettaire pendant une période juste après l'angioplastie. Et des fois, il l'enlève carrément pour ne laisser sur le long terme que l'anticoagulant
qui est plus efficace que l'antiagrégant plaquettaire. Une remarque qui fait écho aussi à la slide, c'est effectivement prévenir tous les professionnels de santé, dont par exemple le Oui. dentiste, qu'on est sous AOD pour le prévenir qu'il y a éventuellement un risque d'hémorragie en cas d'intervention. Effectivement, voilà, c'est notamment pour ça que je disais qu'il faut bien en parler aux professionnels de santé. Alors après, les dentistes, ils sont rompus à l'exercice, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose qu'ils vont demander de manière systématique. Des fois, ils demandent au cardiologue, voilà, s'il y a un doute, ils vont demander un avis et dire, bah, est-ce que je peux l'arrêter? Combien de temps je compte faire ça comme soin? Est-ce que je peux l'arrêter? Voilà, normalement, eux aussi, dans leur cursus, ils sont informés en fait aussi sur les anticoagulants et normalement, ils sont censés un petit peu savoir pour tel type d'intervention quand et comment arrêter les anticoagulants. Donc, nous, on a moins de dentistes qui nous sollicitent en cardio par rapport à ça. Les cardiologues sont moins sollicités par rapport à ça. Mais effectivement, c'est bien d'en parler quand vous allez voir votre dentiste. Si jamais il y a eu voilà, des mises en place d'anticoagulants, mais des antiagrégants plaquettaires aussi, pour le coup, après un infarctus, quand il y a de l'aspégique, du clavix, ce genre de choses, faut pas hésiter à en parler, voilà, pour les soins locaux, donc notamment les soins dentaires. Et puis il y a aussi parfois certains examens de radio, voilà, qui peuvent être faits où il y a nécessité de mettre des perfusions, ce genre de choses, ou nécessité d'aller introduire des trocars, des cathéters. Donc là, c'est pareil, c'est bien de le savoir. Donc voilà, attention au saignement, hein, vraiment les anticoagulants, donc le risque, c'est le risque de saignement. Donc ça peut être des saignements extériorisés. Donc là, entre guillemets, c'est facile, on les voit. Donc on va aller facilement traiter la cause. Ça peut aussi, malheureusement, voilà, faire tendance à faire saigner des lésions internes qu'on ne voit pas forcément. Ça peut notamment majorer des petites hémorragies digestives. Donc si vous commencez à avoir des selles un petit peu noires et nauséabondes qui se forment et que vous êtes sous anticoagulant, il faut en parler avec votre médecin. Il y a peut-être un petit endroit où ça saigne au niveau digestif haut. Et du coup, là, c'est ce qui va donner cette teinte noirâtre des selles. Donc, il faut en parler. Pareil, si vous d'un coup vous sentez fatigué, vous perdez un petit peu vous devenez un peu blanc, vous perdez un petit peu de coloration, bah, pareil, pas hésiter à en parler à votre cardiologue, votre professionnel de santé, à votre infirmière, parce que du coup, ça va être intéressant d'aller regarder les globules rouges où ils en sont pour être sûr, et l'hémoglobine où ils en sont pour être sûr voilà, qu'il n'y ait pas de saignement, qu'il soit passé un petit peu sous les radars. Il faut éviter, après voilà, attention au sport un peu violent, hein. Si vous êtes sous anticoagulant, attention si vous faites du cheval, attention si vous faites des sports de combat, attention si vous faites du rugby, parce que ça peut saigner plus facilement et du coup ça peut saigner de manière plus importante, beaucoup plus facilement. Donc attention au cou, notamment au niveau de la tête, de ne pas aller provoquer des hématomes sous-duraux, même intraparenchymateux, hein, qui peuvent apparaître. Normalement, je dis bien normalement, pendant l'hospitalisation, quand on met en place ces traitements, on est censé vous expliquer tout ça. En pratique, je sais qu'on n'a pas toujours le temps en service, les cardiologues n'ont pas toujours le temps en consultation, les médecins généralistes non plus, parce que malheureusement, on a un afflux, il y a une somme de patients à prendre en charge qui est trop importante. Et moi, c'est entre guillemets, c'est l'avantage que j'ai par rapport au cardiologue, c'est que j'ai des temps de consultation plus longs et donc on revient là-dessus avec les patients. Mais voilà, vraiment l'AF1, le premier traitement vraiment le plus important quand on est patient, celui qu'on doit garder en tête, c'est vraiment les anticoagulants et faire attention à tout ce qui va avec. Voilà, quand on a des soins, faut en parler. On évite les sports trop violents qui pourraient provoquer des hématomes importants. On surveille un minimum. Voilà, s'il y a des petites hémorragies qui apparaissent, et voilà, si on n'arrive pas à les juguler, on fait appel aux professionnels de santé. Si on a des choses un peu bizarres, et pareil, hein, voilà, les selles noires qui apparaissent, des saignements, voilà, des hémorragies digestives hautes, voilà, on vomit du sang ou un peu de sang dans les urines, pareil, il faut avertir le généraliste ou le cardiologue et pas attendre que les choses vraiment dérapent avant de faire quelque chose. Deux petits mots sur les dernières recos donc de l'ESC qui ont changé en août 2024 sur l'AFA. Donc aujourd'hui, ils ont mis en place l'anagramme CARE. Donc le premier, en fait, vraiment, c'est la gestion des comorbidités.
et des facteurs de risque. Et c'est pour ça qu'en tant que paramédicaux, nous, c'est quelque chose qui est super important pour nous parce que notre place, elle est notamment là-dessus, hein, c'est de prendre le temps avec le patient, de lui expliquer les facteurs de risque, de bien les prévenir, de bien prévenir les comorbidités. Voilà, est-ce que le diabète est très bien équilibré? Est-ce que le parcours du patient est bien fléché, hein? C'est le patient diabétique qui a un diabète qui n'est pas équilibré. Est-ce qu'il a un diabétologue? Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il a un médecin traitant? Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il a un cardio? Est-ce qu'il le voit? Voilà, nous, notre rôle, il est là aussi. La deuxième chose, donc, c'est la prévention des AVC et des risques thromboemboliques, hein. Donc là, je ressors mon petit panneau anticoagulant. Vraiment, c'est le truc à retenir quand on est patient. Je suis en arythmie, j'ai des anticoagulants, ça prévient le risque d'AVC. Alors après, ça arrive très rarement, il peut y avoir des AVC sous anticoagulants. Donc gardez en tête quand même que voilà, s'il y a des choses, des manifestations neurologiques, comme on a vu un peu plus tôt qu'apparaissent, faut consulter rapidement. On contrôle les symptômes, notamment on contrôle aussi la fréquence du rythme. Alors après, ça concerne plutôt vraiment là pour le coup la prise en charge cardio. Hein. Nous, vraiment, notre objectif, c'est de ramener une fréquence cardiaque inférieure à 110 pour le patient. Ça, c'est les antiarythmiques qui vont permettre d'y arriver. Voilà, donc que ce soit les bêta-bloquants, la cordarone, la flécaïne qu'on utilise plus rarement, voire même la digoxine qu'on utilise un peu en dernière intention, hein, parce que on sait que c'est un médicament à marge étroite, hein, c'est-à-dire que la dose thérapeutique et la dose toxique, elle est assez proche, donc quand on peut éviter d'utiliser, on évite. Et puis, évaluation et réévaluation du rythme dynamique, parce que c'est ce que disait Thibaut tout à l'heure dans les commentaires, et c'est ce que je disais aussi, en fait, l'AFA, ça peut conduire à de l'insuffisance cardiaque. Donc, attention, voilà, s'il y a l'apparition des fameux symptômes EPOF, hein, l'essoufflement, la prise de poids, les œdèmes, la fatigue, pas hésiter à faire doser des NT-proBNP parce qu'effectivement, l'AFA, c'est pourvoyeur d'insuffisance cardiaque. Donc voilà, ne pas le négliger, hein. Puis prenez soin de vous, hein, c'est vraiment le plus important. Merci beaucoup Arnaud. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des aliments particuliers à éviter en lien Alors, avec l'AFA ou... non, c'était vrai pour les anticoagulants, pour les AVK, les antivitamines K. Effectivement, il y avait toute une liste de patients d'aliments qui étaient déconseillés. Voilà, il y avait les abats, tout ce qui était choux, tomates. Voilà, c'est ce genre de choses qui étaient contre-indiquées. Les nouvelles générations d'anticoagulants ils sont pas sensibles, en tout cas beaucoup moins. Il y a deux choses, moi, d'une manière très globale, comme aliment que je contre-indique, enfin que je contre-indique. Il y en a un que je contre-indique vraiment et l'autre, je dis allez-y avec modération, si on peut éviter, c'est bien. C'est le pamplemousse. Le pamplemousse, si on peut éviter, c'est bien parce que c'est un perturbateur enzymatique et donc du coup les patients qui ont des traitements, ça peut modifier la bonne action des traitements. Donc ça, c'est vraiment, moi j'évite. Si vous allez dans un pays comme au Canada, c'est contre-indiqué. Voilà, le pamplemousse est contre-indiqué avec les traitements cardiaques. Voilà. Et c'est un message de santé qui est adressé aux patients. Ne prenez pas de pamplemousse. Le deuxième que là, par contre, je dis vraiment, il ne faut pas prendre, c'est les compléments alimentaires à base de millepertuis pour les mêmes raisons. Parce que c'est un perturbateur enzymatique et du coup ça modifie la réponse des traitements. Ça peut soit majorer la réponse, soit l'inhiber. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de traitements qui peuvent interagir avec le millepertuis. Ça n'a pas grand intérêt scientifique. Donc moi, je dis, voilà, on arrête les compléments. Si vous prenez des compléments alimentaires à base de millepertuis, surtout vous arrêtez. Au moins, le pamplemousse, ça fait des vitamines et ça a du goût, mais pas millepertuis, vraiment aucun intérêt. Merci beaucoup Arnaud pour ta réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'en profite donc pour vous dire que le replay donc de l'atelier sera disponible à la fin de l'événement, donc vous recevrez normalement automatiquement par email. Et si jamais vous êtes intéressé par le sujet justement de la prévention cardiovasculaire et que vous souhaitez avoir plus d'informations ou être accompagné en tant que patient sur ces sujets-là, n'hésitez pas à télécharger du coup l'application NoctuAcare qui est disponible gratuitement sur l'App Store ou sur Google Play si vous souhaitez accéder du coup à d'autres programmes d'information sur l'insuffisance cardiaque, l'infarctus ou d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. Eh ben, merci à vous de nous avoir suivis.